conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous poursuivons notre série d'entretiens avec les membres du gouvernement sur la mise en œuvre de leurs lettres de mission remises à eux par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. C'est dans ce cadre que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel El Hadj Ousmane Mahamma. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons au cours de cet entretien parler de votre bilan à la tête de ce ministère, combien stratégique pour notre souveraineté alimentaire. Commençons tout de suite par cette question. Monsieur le ministre, la fermeture du corridor béninois consécutive à la crise que nous avons connue avec la CEDEAO devrait nous amener au moins à tirer quelques enseignements sur la nécessité de nous autosuffire sur le plan alimentaire. À ce propos, comment faire pour que l'agriculture nigérienne permette une autosuffisance alimentaire réelle de notre pays? Est-ce qu'il y a lieu, en plus de l'agriculture pluviale et saisonnière traditionnelle que nous connaissons, développer une véritable agriculture avec plusieurs saisons? Merci, merci Ousmane, merci Abdoulaye pour cette opportunité que vous nous donnez. Je voudrais rendre grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis d'être aujourd'hui ici sur ce plateau avec vous pour débattre des 18 mois de gestion d'un ministère stratégique, vous l'avez dit, que celui de l'agriculture et de l'élevage, pour vous présenter le bilan. Je voudrais aussi remercier le chef de l'État, le président du CNSP et le Premier ministre pour avoir placé la confiance de gérer ces ministères stratégiques à ma modeste personne. C'est un ministère stratégique parce que la souveraineté alimentaire, vous venez de le dire, est une priorité. Je voudrais aussi remercier la RTN pour cette opportunité qu'il nous donne pour présenter à nos concitoyens les 18 mois de gestion et également à nos concitoyens, l'ensemble des populations nigériennes, le vœu de meilleure année 2025 pour que nous puissions véritablement avoir une année de paix, de stabilité. Pour revenir à votre question, je voudrais rappeler le contexte du Niger au lendemain du 26 juillet 2023. Ça doit rester dans la mémoire collective des Nigériens. Après le 26 juillet, premier acte, la CEDEAO a pris des mesures inhumaines, injustes, des sanctions de fermeture, de blocus du territoire nigérien. C'est fait important qu'il faut garder en mémoire. Deuxième élément, nous avons appris à l'époque qu'il y ait une menace réelle d'attaque du Niger. Certains ont annoncé 1 million d'hommes, 2000 hommes, 1000 hommes, pour dire qu'ils vont s'en prendre au Niger. Nous avons appris également qu'il y a des avions qui ont survolé pour venir attaquer également le Niger. Le troisième élément important du contexte qu'il faut le souligner, c'est que toutes nos ressources financières ont été bloquées par la BCEAO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ousmane Abdoulaye, si vous avez 1000 francs à la banque, vous ne pouvez pas retirer. Il n'y a plus possibilité d'échange. Quatrième élément le plus important, c'est que nous n'avons pas la possibilité d'importer des produits pharmaceutiques alimentaires au Niger. D'ailleurs, nos produits qui ont déjà quitté le port de Cotonou pour la destination de Gaïa ont été empêchés d'entrer au Niger. Voilà la situation du Niger après le 26 juillet. C'est dans ce contexte que nous avons vu à la télé un général de brigade Abdraman Tchani à la tête de ces hommes qui a communiqué pour que le CNSP a pris le pouvoir pour la souveraineté du Niger. Et quelques jours après, nous avons vu la formation du gouvernement. Le Premier ministre a été nommé, Ali Mamanzane, que tout le monde le connaît, rigueur dans la gestion et qui a pris la charge de conduire ce gouvernement. Dans ce gouvernement, j'ai eu la chance d'être un Nigérien comme tous les autres, mais avoir la chance de prendre le département de l'agriculture et de l'élevage. C'est un des piliers importants de la refondation. Rappelez-vous du contexte que j'ai cité plus haut. Donc j'avais la lourde responsabilité de pouvoir régler cette question d'alimentation du peuple nigérien. Rappelez-nous, 27 millions de Nigériens. Encore chose importante, c'est que le Niger importe pratiquement des céréales.
pratiquement tout. Riz, blé, maïs. Non, le mil. Le mil aussi. Donc, ça veut dire quoi? Le Niger est occupé de ces blancs. Mieux, un deuxième événement extrêmement important, c'est que nous avons connu une année déficitaire. L'année 2023 était également une année déficitaire sur le plan agricole et fourrager. Sur le plan agricole, nous avons eu un déficit de près de 955 000 tonnes. 955 000 tonnes. Nous avons un déficit fourrager de près de 54%, exactement 53,8% de déficit fourrager. Conjuguer le contexte que je vous ai cité avec ce déficit. Deux événements forts où il fallait relever très rapidement. Sur le plan sécuritaire, sécurité alimentaire, et dans ce contexte que le CNSP a mis en marche. La situation était explosive. Explosive, difficile. Et le CNSP a mis en marche ce gouvernement. Dieu merci, le Niger a toujours des relations. Le Togo et le Burkina ont dit au CNSP, au gouvernement, nous sommes disposés à vous accompagner. Il faut remercier le peuple togolais et burkinabé pour cela. Ça doit rester dans la mémoire collective des Nigériens. Vous avez parlé des questions de corridor. Bien sûr. Donc il fallait régler la question du corridor pour l'approvisionnement du pays. Le Togo et le Burkina nous ont répondu favorablement et soutenu le peuple nigérien et le gouvernement. Pour eux. Donc toute une machine a été mise en place. Plus de 2000 soldats ont été mobilisés pour l'escorte de ces avions pour pouvoir sécuriser et servir le Niger. Très rapidement, ces difficultés sont restées derrière nous. Dans ce contexte que je viens de vous décrire, avec cette situation, il fallait répondre aux Nigériens. Je vous ai dit déficit. Donc le Niger a importé des céréales. Pour illustrer, nous importons pratiquement 600 000 tonnes de riz. Par exemple, si nous prenons le riz. Blocus frontière, et nous produisons à peine 20 à 30% de nos besoins en riz. Donc il faut effectivement agir. Et dans ce contexte que j'ai eu la mission de réfléchir pour répondre à ce double contexte. Nous avons mis en branle, donc à partir de la libre vision du chef de l'État, qui dans son axe 3 qui concerne le domaine agricole, nous avons mis la lettre de mission dont vous avez fait cas, avec 7 points essentiels pour dérouler la politique. Et cette politique, nous l'avons fait avec 3 programmes. Premier programme, c'est le développement de production végétale. Deuxième programme, c'est le développement de production animale. Et un troisième programme, un programme de soutien d'institutions pour le suivi et l'action du ministère. Voilà le contexte dans lequel le corridor a été fermé et nous avons. Dieu merci. Vous avez vu avec nous sur le terrain, on s'est croisés sur le terrain. Ce que nous avons pu développer, nous allons revenir plus tard certainement dans les résultats de ce que nous avons pu obtenir. Voilà un peu le contexte. Et donc même si le corridor Bénin est fermé, nous avons un corridor et le Nigérien continue de se ravitailler. Dieu merci. Merci. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour mettre en œuvre un programme de valorisation des terres récupérées, de mobilisation de l'eau et de promotion des infrastructures nécessaires pour la production agro-pastorale? Je viens de vous dire que nous avons développé 2 programmes opérationnels. D'accord. Programme de production végétale, programme de production animale. Véritablement, il faut comprendre quelle est la carte du Niger. Le Niger, c'est près de 62 millions de têtes, toutes espèces confondues, en termes d'élevage. Le Niger, c'est un grand potentiel irrigable, de terres irrigables. Le Niger a des potentialités de eaux souterraines et des eaux de surface. Le fleuve Niger, la Komandougou, le Koroma, le Magia, vous connaissez bien les ressources hydriques du Niger. Nous avons 1 267 000 km², mais qui, de termes sous pluie, ne sont pas beaucoup disponibles. Le Niger est partagé en 5 zones. On nous a appris à l'école primaire, la zone saharienne, semi-sahélienne, soudanienne, etc., etc. Donc si nous regardons les 60 à 70% du territoire nigérien ne peut pas cultiver des céréales en saison pluie uniquement, et de manière certaine. Premier constat. Mais nous avons des ressources, ce que je viens de dire. Les ressources en eau. Le Niger est l'un des pays qui est le plus fourni en eau de surface et en eau souterraine. 10 à 15 mètres, jusqu'à 40 mètres, vous avez de l'eau au Niger. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas nous arrêter uniquement à la pluie. Pour le site de culture, nous avons développé le programme, ce que nous avons entendu très souvent, le programme Grande Irrigation. De la Grande Irrigation. Ce programme a visé à s'intéresser, puisque nous avons du potentiel. Nous avons l'eau, nous avons la terre, nous avons quelque chose que Dieu nous a donné, qui n'est pas transportable, qu'on ne peut pas amener, c'est le soleil. Là où vous avez l'eau, vous avez la terre, vous avez le soleil, normalement il doit y avoir vie. On peut produire.
Oui, justement, par rapport à ce programme de la grande irrigation, où est-ce qu'on en est de façon précise? Le 26 juillet 2023, après l'avènement du CNSP et après la formation du gouvernement, j'ai fait l'étape de point sur les aménagements hydro-agricoles. Quand j'ai fait le point, nous avons 18 500 hectares, 18 500 exactement hectares d'aménagement hydro-agricole sous contrôle ONAHA. Pour 1 267 000 km² avec le potentiel irrigable que je viens de citer et près de 27 millions d'habitants. De 1960 au 26 juillet. C'est une catastrophe. Un pays sahélien où on ne peut pas compter sur les cultures pluviales. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rapidement aller vers l'aménagement des terres. Et quand on a fait le point sur les 18 500 hectares, nous avons à peine 8 500 hectares qui sont véritablement pratiqués en double saison. Pratiquement 10 000 ont soit en une saison, soit hors usage. Sous-exploité. Sous-exploité. Hors usage, complètement. Ça veut dire que des aménagements de 1960 à date. Première action, il faut réhabiliter les 10 000 hectares qui sont pratiquement hors usage. Une des actions de réhabilitation du programme de grande irrigation. Ensuite, nous nous sommes dit, si nous prenons des céréales comme le riz, le blé ou le maïs, pour vous illustrer et comprendre, nos téléspectateurs puissent comprendre, si nous prenons le riz, nous avons un besoin à peu près de un peu moins de 700 000 tonnes par an. Si nous devrons produire, c'est pratiquement, je vous ai dit, il y a 20 à 30% qui sont déjà produits en aménagement, hors aménagement, etc. Donc si nous devrons satisfaire la production du riz, il nous faut au minimum 40 000 hectares. En double saison, ça veut dire 80 000 hectares, là, pour que nous puissions satisfaire les besoins en riz national. Et donc, nous n'avons que 18 000 hectares qui sont en aménagement hydro-agricole, dont 10 000. Réhabilitons des 10 000 hectares. Ensuite, pour avoir les 40 000 hectares, il nous faut faire 21 200 hectares supplémentaires pour ramener à peu près à 40 000, 39 700 exactement, ces chiffres, hectares, pour que nous puissions avoir au moins satisfaire 50% des besoins en riz, pour à peu près 313 000 tonnes. Ensuite, à satisfaire à quelques céréales importantes qui sont le maïs et le blé. Donc le programme Grande Irrigation consisterait à réhabiliter, à mettre en valeur, réhabiliter, aménager de nouveau et totaliser au minimum 39 700 hectares. Nous sommes à combien d'hectares? J'arrive, je veux bien vous expliquer. Donc, nous avons 2 champs. Et tout ça, nous sommes sous embargo, n'oubliez pas. Nous sommes encore sous embargo. N'oubliez pas le contexte. C'est important pour que vous compreniez. D'accord. Les instructions du chef de l'État, c'est de faire sur les ressources propres internes. Et les ressources ont été mobilisées. Et nous nous sommes mis en gage. On a fait un contrat plan pluriannuel avec l'Office des aménagements hydro-agricoles, ONAHA. Vous l'avez vu sur le terrain. Et nous avons donné un programme jusqu'en 2027. Dans ce programme jusqu'en 2027, chaque année, nous allons réhabiliter 2000 hectares. Nous allons aménager de nouveaux 2000 hectares pour pouvoir absorber le besoin global que je viens de vous exprimer. À ce titre, l'ONAHA a eu dans ce cadre 3700 hectares jusqu'en 2027 pour réhabiliter et de nouveaux 8000 hectares à réhabiliter jusqu'en 2027. 10 000 hectares nouveaux à faire. C'est ça. Donc c'est ça l'objectif de l'ONAHA, c'est ça qu'on appelle le contrat plan côté programme Grande Irrigation ONAHA. Maintenant, nous avons des projets sous tutelle. Le budget national, nous avons réorienté leurs missions dans le cadre du programme Grande Irrigation. Qu'est-ce que ça fait? Donc, je vous ai dit, il y a 3700 hectares qui vont être réhabilités. Les restes, par un des projets phares que vous avez vu, où on a lancé sur le PACIPA. Ce projet va prendre la grande partie des restants pour pouvoir aménager de nouveaux périmètres. Et les projets sous tutelle qui sont là pour le reliquat voilà l'action que nous avons coordonnée pour pouvoir aller dans les cadres. En termes de résultats, nous avons, vous l'avez vu, on s'est croisé. Nous avons lancé le programme, on est à 7 mois. Nous avons lancé exactement le 20 mars 2024 le programme Grande Irrigation à partir de Niamey. Et au niveau régional, ça suffit sur l'ensemble. Nous avons bouclé sur l'ensemble des régions du pays. Nous avons lancé à Difa, 160 hectares, avec INDIC, l'ADA et CDA. N'eût été les inondations, aujourd'hui, Difa allait fournir du riz un peu partout.
Deuxième action, le périmètre irrigué de Kassama. Vous l'avez été, j'ai vu votre reportage. Merci à l'ORTN, à la RTN d'avoir montré ces images où aujourd'hui le riz est sur le marché. Nous avons fait 80 hectares. Le riz de l'aménagement de Kassama est sur le marché. Sur le marché, à Zender. L'aménagement de Jambali à Maradi, avec 160 hectares, pratiquement aujourd'hui, ils sont en train dans la phase finale. La réception technique de Kassama et Jambali sont faites bientôt. Je serai sûr pour réceptionner ce périmètre. Il y a un périmètre qui est extrêmement important, les 32 km d'Olé-Gatawani. Ces 32 km de digues nous ont permis de sécuriser 3000 hectares de riz qui ne sont pas exploités il y a presque 5 ans. Aujourd'hui, la RTN aussi a fait un reportage là-bas, vous l'avez vu. Donc aujourd'hui, nous pouvons produire dans la région de Gaïa sur les 3000 hectares en toute sécurité. On a fait un digue de 32 km pour sécuriser. Donc ce qui n'a pas été pendant 5 ans. Nous avons lancé à Niamey, vous avez vu récemment, nous avons lancé à Toula, à Telaberi, nous avons lancé à Tigirwit, à Agadez, nous avons lancé à Moulela, région. Toutes les régions de Niger ont été lancées, le NORA et à pied d'œuvre. Certains périmètres, sur les 13 que je viens de vous dire, périmètres que nous avons lancés, certains sont pratiquement terminés, d'autres sont en attente, et bientôt nous allons réceptionner. Et en termes de coûts, c'est sur le budget ressources propres. Je vous ai dit, prévu du contexte. Les ressources propres, nous sommes à peu près à 23 milliards de dépenses actuellement pour pouvoir faire tout ça. Donc le NAHA est en plein d'œuvre pour la réalisation de ces temps. Et le riz, bientôt, va être sur le marché. Monsieur le ministre, vous avez dit que toutes les régions, pratiquement, il y a eu le lancement, même à Niamey. Mais ce que le problème à Niamey, c'est que ça tarde à démarrer, monsieur le ministre. C'est quoi le problème? Parce qu'à Niamey, ça tarde à démarrer. Ça m'étonnerait que, Abdallah, vous dites que ça tarde à démarrer. Oui. Si vous étiez à Sagia, vous n'allez pas dire ça. Parce que la dernière fois, on avait reçu le directeur général de l'ONAHA qui a parlé des difficultés qu'ils ont au niveau de la région de Niamey, parce que pratiquement, il n'y a pas d'espace à Niamey, monsieur le ministre. Non, il ne faut pas confondre. Il y a deux choses. Il y a l'aménagement déjà existant, qu'on est en train de réhabiliter. D'accord. Maintenant, Niamey n'a pas d'espace supplémentaire pour pouvoir faire des aménagements. Ça, c'est notre question. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais... Puisque Niamey, la région de Niamey bénéficie au même titre que les autres régions aussi de ce programme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, il s'agissait de bassins de production. D'accord. Il ne s'agit pas, si les riz on peut produire à Maradi pour le besoin de l'ensemble du Niger, on écoulera, on fera de routes, on écoulera. Il ne s'agit pas ici des régions ou une région pour une région, il ne s'agit pas de cette question. Il s'agit de voir des régions qui ont la capacité de bassin de production, où on peut produire du riz, par exemple, où on peut produire du blé, et on produira pour le reste du Niger. Nous prendrons des dispositions techniques nécessaires. S'il n'y a pas de route, on créera des routes. S'il n'y a pas de moyens de transport, on créera les conditions de transport pour que la circulation intra-régionale puisse permettre de régler la question. Mais Niamey, c'est vrai, il faut voir que ça m'étonnerait. Niamey, déjà, il y a des périmètres, c'est qu'il ne faut pas oublier. Vous prenez... Mais qui fonctionnent assez mal, monsieur. Oui, mais justement, vous reconnaissez avec moi que ces périmètres fonctionnent assez mal. Hein? Malheureusement, c'est notre capital héréditaire. Voilà. Ce qu'on a hérité. Très bien. Mais c'est pourquoi le programme Grande Éducation, justement. Donc, on va s'investir, réhabiliter l'ensemble des périmètres qui existent. C'est plutôt un problème de gouvernance. 10 000, je vous ai dit, 10 000 hectares non fonctionnels sur les 18 500 hectares existants au Niger de 1960 au 26 juillet. D'accord. Donc, parmi ces 10 000, c'est ce dont vous parlez. OK. Monsieur le ministre, l'opéralisation de la grande irrigation nous a permis de battre en brèche plusieurs idées reçues. En effet, nous constatons que l'on peut cultiver, vous l'avez dit, le riz pratiquement dans toutes les régions du Niger. Est-ce que ce n'est pas le moment d'aller plus en profondeur en interrogeant toutes nos certitudes sur les techniques de production, les cultures produites, sur les semences et la nécessité de privilégier l'aménagement des grandes surfaces de production agricole au Niger? Effectivement, le riz, on l'a connu récemment. C'est les Asiatiques qui nous ont amenés. Ce n'est pas notre habitude culinaire. Le riz, pendant longtemps, on pensait qu'il ne peut être fait que dans les endroits où il y en a possibilité d'eau courante, les fleuves. Mais on s'est rendu compte qu'on produit même dans les bas-fonds. On s'est rendu compte qu'on produit même hors aménagement. D'ailleurs, la grande quantité vient de ça. Donc, dans la région des Zender, quand vous partez, dans la région de Magaria, par exemple, vous journalistes, certainement, vous avez été, vous allez voir que les gens font un hors aménagement. Donc, effectivement, il faut sortir de ces préjugés pour aller véritablement aller sur le terrain, regarder. Et quand on a regardé, on a dit que non, mais mon Dieu, on peut véritablement produire du riz à Magaria, on peut produire du riz à Difa, on peut produire un peu partout au Niger.
Et donc, le potentiel qu'on a aujourd'hui nous permettra de produire du riz à suffisance pour que les Nigériens soient à l'abri s'ils tiennent au riz. Oui. C'est normal, c'est devenu de la consommation de masse. On ne peut pas supprimer. Mais c'est pourquoi nous parlons de satisfaire les 50% des besoins à riz de nos concitoyens. D'accord. Donc, je vous dis, nous avons le Koroma, nous avons le Zarda Management, les Bafons. On a étudié, la Direction générale du génie rural a déjà su les potentialités qu'on a dans les différentes régions. Et nous avons aujourd'hui à peu près 40 000 hectares qui ont été disponibilisés pour nous par les communes, les départements et les régions sur lesquels nous sommes en train d'agir. J'aimerais qu'on se donne rendez-vous 2027. 2027. Pour que, en tout cas, avec le suivi que le chef de l'État fait et les orientations que le Premier ministre dit, l'ensemble du gouvernement, c'est la question de la souveraineté alimentaire. Je préfère que les faits parlent d'eux-mêmes que de parler avant. On n'aura plus à partir de 2027 pour importer du riz, c'est ce que vous voulez dire ou pas? Attendons de voir. Attendons de voir. D'accord. Monsieur le ministre, la participation des populations reste essentielle dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire. Comment développer des initiatives pour des actions de sensibilisation et d'incitation des communautés locales à la souveraineté alimentaire? Dans ma lettre de mission, j'ai cette charge de sensibiliser et d'aller vers nos concitoyens pour faire passer les messages du gouvernement et du CNSP. C'est à ce titre que j'ai visité tout le Niger. Tout le Niger. J'étais à Tassara, Tilia, Talemses, partout. À Madarumfa, Gaïa, Tchibiri, partout où j'étais au Niger. Et justement, l'objet, c'était d'aller vers nos concitoyens, leur faire comprendre la marche du Niger. C'est la question de la souveraineté. C'est quoi? Qu'est-ce que ça justifie les événements du 26 juillet? Et qu'est-ce que nous comptons apporter aux populations nigériennes, surtout dans le domaine agricole et sur le plan sécuritaire? Vous savez que les ministres en charge de sécurité étaient tellement pris par ces questions de tout le jour. Et donc, j'ai été leur porte-parole parce qu'en ce temps, parce que dans ma lettre de mission, ils m'ont demandé d'aller sensibiliser ces populations et de leur faire passer ces messages. Eux, ils ont compris. Ce que je retiens, les Nigériens, c'est un peuple brave, courageux et debout. Ma dernière mission à Ifewan, vous savez, quand j'étais venu, je trouvais des femmes et des hommes debout. On dit, monsieur le ministre, mais nous, qu'est-ce qu'on a fait au CNSP? 2 ans, on attendait l'arrivée des membres du gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Nigériens, les plus éloignés, ont déjà entendu le message et attendent du gouvernement des actions. Et nous pensons que dans la forme actuelle, comme nous dirigeons, nous allons répondre à ces préoccupations du peuple nigérien. C'est vrai, le contexte est difficile, il ne faut pas se leurrer. Bien sûr. Le contexte est difficile. Il ne faut pas oublier le contexte que j'ai rappelé. C'est encore le cas. Donc, mais nous allons tenir. Monsieur le ministre, on parle de la population. Sur le terrain, on était ensemble, vous l'avez évoqué. Leur préoccupation principale, c'est la disponibilité des engrais pour un peu améliorer leur production. Et on sait qu'il y a eu des va-et-vient par rapport à cette question. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Le Niger détient à peu près un peu moins de 3% de réserves de potentiel en phosphate du monde. D'accord. Je vous dis du monde. Pour produire les engrais? De phosphate. Le Niger détient un peu moins de 40% de potentiel Afrique subsaharienne de phosphate. On n'a pas un grain de phosphate. Ouais. Ça ne vous étonne pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'était pas souverain. C'est quoi la souveraineté? Parce que nous ne décidons pas de nous-mêmes ce que nous voulons. Nous sommes orientés dans nos décisions politiques, économiques et tout. C'est ça la souveraineté. Ça veut dire aujourd'hui la souveraineté, c'est ça la vision, le livre vision du président, c'est la souveraineté, c'est ça la Bousseni Zantiankase, c'est ça la souveraineté. Ce n'est pas un slogan. Bien sûr. C'est une vision. D'accord. Et dans cette souveraineté, nous déciderons par nous-mêmes, Nigériens, décideurs, pour le Niger et par les Nigériens. C'est ça la souveraineté. Et donc, ce qui fait que, pour revenir à votre question d'engrais, comment on va avoir une telle potentialité et ne même pas produire un grain d'engrais? Il y a un vrai problème. Et c'est pourquoi j'ai été instruit par le chef de l'État, le Premier ministre, pour approcher l'office chérifien du phosphate, qui est un des Marocains, qui est le géant du phosphate en Afrique. Donc, nous avons signé une convention. Nous allons faire une industrie de fabrication d'engrais adaptée à tous nos sols. D'accord. Et donc, très bientôt, j'irai au Maroc. Je discuterai. Le directeur général était ici à Niamey. Nous avons fait cette convention.
et nous allons. Le financement à travers le projet PASIPA que je viens de dire est pratiquement acquis, bouclé. Donc nous allons créer une industrie pour pouvoir transformer notre phosphate en engrais adapté à nos différents sols. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Au Niger, on a 3 types de fertilisants qu'on importe. Engrais, NPK 1515, urée et DAP. Comme si le sol nigérien est le même partout. Non, on va changer ça. Avec une usine, peut-être on va créer des engrais adaptés à Niamey, à Tillabéri, au sol d'Agadez, etc., etc. Donc nous sommes très avancés et ce phosphate, le problème d'engrais d'ici 2027, ça va être derrière nous. Que devient la caïma? Une fêtière tellement connue. La caïma, c'était une catastrophe. Ça n'existe plus? Ça existe, c'est une catastrophe. Et il y a 48 heures, nous avons soumis depuis notre arrivée, nous avons pris en charge cette caïma-là. À un moment, dans le cadre des réformes, encore une fois la souveraineté. Dans le cadre des réformes, avec l'Allemagne et les États-Unis, on a arraché la possibilité de commercialiser, d'importer et commercialiser de l'engrais à la caïma pour le privatiser. Ce n'est pas mauvais en soi si les principes sont bien suivis. Les fameuses réformes. Réformes. Ouais. Quand on est venu, j'ai eu la charge, on a repris ce dossier. Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'autonomiser sans que l'État ne soit présent dans l'engrais? Vous pensez-vous que c'est possible? Non. Il faut que l'État soit présent, c'est un domaine stratégique. L'engrais, c'est comme le pétrole. L'engrais, c'est comme l'eau pour l'agriculture. Donc, véritablement, il faut prendre en charge cette question d'engrais. Et nous avons réformé. Il y a une ordonnance qui est signée il y a 72 heures qui a donné la plénitude. Mieux, nous avons regardé. Aujourd'hui, depuis que la caïma existe, aucun outil de la mécanisation de notre agriculture. Ouais. Nous avons dit, ça ne va pas. Ouais. Donc, nous avons redonné. Nous avons, avec des partenaires qui respectent la souveraineté du Niger, notamment l'Inde et la Chine, nous avons eu des échanges et nous allons faire une usine d'assemblage de matériel agricole, tracteurs, tout ici à travers la caïma. C'est pratiquement bouclé. Voilà ce qu'il faut faire. Véritablement, la caïma va prendre la plénitude de ses missions, mais avec pas pour donner des milliards et qui s'effondreront. Je vais vous expliquer quelque chose que vous ne savez pas. Il y a quelques années, la caïma importait à peu près à 400 000, 450 000 engrais. Subventionné à 50%, ça veut dire le sac de 50 kg était vendu à 13 500. Mais sur le marché, c'était 15 000 francs, même si ce n'est pas subventionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État a été grigé, nos pauvres paysans ont été grigés, ils pensaient avoir un engrais 13 500 subventionné à 50%. Mais en réalité, sur le marché, c'est à 15 000 au maximum. Encore, il y avait le problème de disponibilité. Disponibilité, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il faut regarder tout ça. Et le directeur, on a nommé un directeur général, un homme intègre, Souba, qui va faire cette réforme. Et Inch'Allah, ce que nous comptons faire, nous pensons que nous pouvons redémarrer la caïma et lui donner des missions très claires, précises, avec une rigueur dans la gouvernance. Donc la caïma ne sera plus cette vache à lait des hommes politiques ou pas? Je pose la question. C'est très clair. Qu'elle a été, je ne sais rien, mais en tout cas, nous allons mettre la gouvernance. D'accord. Nous allons mettre l'axe premier du livre-vision du chef de l'État, c'est la gouvernance. Bien sûr. La sécurité, c'est la gouvernance. N'oubliez pas, il faut toujours vous rappeler de cela. Donc, on doit faire la gouvernance dans nos structures pour que véritablement les missions définies par les législateurs à ces structures puissent véritablement appliquer. D'accord. On va poursuivre cet entretien, M. le ministre. Beaucoup d'initiatives ont été prises dans notre pays en vue de parvenir à une autosuffisance alimentaire. Mais force est de constater que cet objectif n'a pas encore été atteint. M. le ministre, s'agit-il au départ d'un problème de bon diagnostic ou bien ce sont les solutions qui n'ont pas été à la hauteur de l'objectif poursuivi ou recherché? Si nous regardons bien, de 1960 au 26 juillet, nous pouvons à peu près regarder 5 à 6 courants, actions qui ont été faites. La période Diori, personnel, un homme visionnaire. D'accord. Qui a, vous savez, il avait un budget autour de 25-30 milliards maximum. Vous savez ça? Que Diori, juste au sortir des indépendances, n'avait pas un budget de 1000 milliards. Ouais. C'est à peine 30-25 milliards. C'est ça. 30-25 milliards, former les Nigériens. Ouais. Sécuriser les Nigériens. C'est en fonction des besoins aussi. J'arrive, ce n'est pas besoin. Attention, nous avons 3, 4, 5 millions, je vais vous dire. Mais il y a eu une centaine de sociétés avec un budget de 25-30 milliards.
C'est un homme visionnaire. S'il était resté avec sa vision jusqu'à aujourd'hui, Niger, on serait... on serait le Dubaï de l'Afrique. Ah oui, ok. D'accord. Ça, c'est une période. Ensuite, cette période consistait à développer l'agriculture céréalière. Cette période. Vous vous rappelez les mines et le sorgho, c'était les... Ensuite, des cultures de rame, le niébé et l'arachide, d'où les sonara. Donc nous étions un des bassins de production d'arachide. Plus tard, des raisons autres justifieront. Ça, c'est une période un peu de relance. Mais les sécheresses consécutives ont fait l'élan, ont mis à pas la marche. Donc ça n'a pas donné le résultat, malgré toutes ces questions-là. La période 74, la prise du pouvoir par le CNS, oui, c'est la période qui ressemble un peu à maintenant. C'est la période de grands aménagements hydro-agricoles. Donc c'est-à-dire le président Kounché a eu la vision d'aller vers, pas uniquement sur les cultures pluviales, mais en irrigué. D'où la création de l'ONA, cette mission d'aménagement des grands espaces. L'héritage existe. Voilà, ça existe, l'héritage existe. Ensuite, le programme d'ajustement structurel qui est venu liquéfier les Niger. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.